Mémoire du général Toussaint Louverture, écrit par lui-même et pouvant servir à l'histoire de sa vie. Début de la section 2. Parole du général. Le général Leclerc doit être franc. Avait-il craint d'avoir un rival? Je le compare au Sénat romain qui poursuivit Hannibal jusqu'au fond de sa retraite. Fin de parole. En traversant la France, j'ai lu sur les papiers publics un article qui me concerne. On m'accuse dans cet article d'être un rebelle et un traître. Et pour justifier cette accusation, on dit avoir intercepté une lettre par laquelle j'engageais les cultivateurs de Saint-Domingue à se soulever. Je n'ai jamais écrit de pareille lettre, et mets au défi qui que ce soit de la produire, de me citer à qui je l'ai adressée et de faire paraître cette personne. Au reste, cette calomnie tombe d'elle-même. Si j'avais eu l'intention de prendre les armes, les aurais-je déposées, et aurais-je fait ma soumission? Un homme raisonnable, encore moins un militaire, ne peut supposer une pareille absurdité. Si le gouvernement avait envoyé un homme plus sage, il n'y aurait eu aucun mal, ni un seul coup de fusil de tirer. Pourquoi la peur a-t-elle occasionné tant d'injustice de la part du général Leclerc? Pourquoi a-t-il manqué à sa parole? Pourquoi, à l'arrivée de la frégate La Guerrière, qui conduisait mon épouse, ai-je vu plusieurs personnes qui avaient été arrêtées avec elle? Plusieurs de ces personnes n'avaient jamais tiré un coup de fusil. C'étaient des innocents, des pères de famille, qu'on a arrachés des bras de leurs femmes et de leurs enfants. Toutes les personnes qui avaient versé leur sang pour conserver la colonie à la France, les officiers de mon état-major, mes secrétaires, n'ont jamais rien fait que par mes ordres. Tous ont donc été arrêtés sans motif. Note 1. Il y avait parmi ces personnes les chefs d'escadron Morisset, Montpointe, César, Néron. Elles furent dirigées en France sur la frégate Le Muiron. Fin de note. En me débarquant à Brest, mes enfants ont été envoyés à une destination à moi inconnue, et mon épouse dans une autre que j'ignore. Que le gouvernement me rende plus de justice. Ma femme et mes enfants n'ont rien fait et n'ont aucun compte à rendre. Ils doivent être renvoyés chez eux pour surveiller nos intérêts. C'est le général Leclerc qui a occasionné tout le mal. Cependant, moi, je suis au fond d'un cachot sans pouvoir me justifier. Le gouvernement est trop juste pour me tenir les bras liés et me laisser ainsi frapper par le général Leclerc sans m'entendre. Tout le monde m'a dit qu'ici le gouvernement était juste. Ne dois-je pas participer à sa justice et à ses bienfaits? Le général Leclerc dit dans sa lettre au ministre que j'ai vu dans la Gazette que j'attendais la maladie de ses troupes pour lui faire la guerre et reprendre le commandement. C'est un mensonge atroce et abominable. C'est une lâcheté de sa part. Bien que j'ai peu de connaissances et que je n'ai pas reçu d'éducation, j'ai assez de bon sens pour m'empêcher de lutter contre la volonté de mon gouvernement. Je n'y ai jamais pensé. Le gouvernement français est trop fort, trop puissant, pour que le général Leclerc le compare à moi, qui suis son subalterne. À la vérité, quand le général Leclerc a marché contre moi, j'ai dit plusieurs fois que je n'aurais pas attaqué, que je me serais défendu seulement, jusqu'au mois de juillet ou août, qu'alors j'eusse commencé à mon tour. Mais depuis, je réfléchis sur les malheurs de la colonie et sur la lettre du premier consul. Je fis ma soumission. Je le répète encore, je demande que le général Leclerc et moi nous comparaissions ensemble devant un tribunal et que le gouvernement ordonne que l'on m'apporte toutes les pièces de ma correspondance. Par ce moyen, l'on verra mon innocence et tout ce que j'ai fait pour la République, quoique je sache que plusieurs pièces seront interceptées. Premier consul, père de tous les militaires, juge intègre, défenseur de l'innocence, prononcez donc sur mon sort. Mes plaies sont très profondes. Portez-y le remède salutaire pour les empêcher de jamais s'ouvrir. Vous êtes médecin, je compte entièrement sur votre justice et balance. Note 1. Madame Louverture, Isaac, Saint-Jean, Mademoiselle Chancy, qui devint plus tard Madame Isaac, furent transférés de Brest à Bayonne le 14 Fructidor en X, 1 septembre 1802. Ils furent mis sous la surveillance du général de brigade Ducos, commandant de la dernière place. Ducos fut ému à la vue de tant de malheurs. « Si j'étais plus fortuné, écrivait ce digne et respectable soldat au ministre de la Marine, le 17 Fructidor, 4 septembre 1802, je viendrais à leur secours. » Placide, à qui on ne pardonnait pas sa coopération à ce qu'on appelait alors la révolte de son père, fut, le jour même où on débarqua l'ouverture à Landerneau, dirigé sur le brick La Naïade
à Belle-Île-en-Mer. Chancy se trouvait à bord du vaisseau L'Aigle arrivé et mouillé près du héros depuis plusieurs jours. Il avait ignoré jusque-là qu'il fût si près de sa famille. On le destinait aussi à être transporté à Belle-Île. Mais l'amiral Ganthaume eut pitié de sa jeunesse. Il l'envoya à Toulon. Quoique surveillé à Toulon, Chancy, dont le caractère entreprenant se développait davantage à mesure que les difficultés augmentaient, conçut et exécuta le projet hardi de retourner à Saint-Domingue pour venger son oncle et défendre la liberté de ses frères. Il ne put y parvenir qu'après la guerre de l'indépendance. Néanmoins, Pétion, alors général commandant le département de l'Ouest, l'attacha à son état-major, d'abord par rapport à l'infortune de sa famille, ensuite parce qu'il savait apprécier les hommes de cœur. Chancy eut trop malheureusement, dit-on, des rapports d'intimité avec la princesse Célimène, fille de Dessalines, alors empereur. Le Tartare, ainsi que le général Vincent, appelait Dessalines. le Tartare qui, pour son compte, outrageait tous les jours les bonnes mœurs, sans permettre au père ni au mari de se plaindre, se sentit blessé au cœur. Il ne voulut pas même entendre parler du mariage des deux jeunes gens. Une alliance, prétend-on, entre son sang et celui de l'ouverture, répugnait à son honneur. À l'honneur de Dessalines, qui fut le principal instrument des cruautés de l'ouverture et qui souvent même n'attendit pas d'ordre pour commettre le mal. La mort de Chancy fut résolue. Emprisonné au Port-au-Prince, ce beau jeune homme, à l'âge de 22 ans, se brûla la cervelle à la fin de 1805, se dérobant ainsi aux avanies et aux tortures par lesquelles il n'eût pas manqué de passer. La fuite de Chancy avait attiré aux autres membres de la famille de l'ouverture un surcroît d'affliction. Sous prétexte qu'ils pouvaient tenter de s'évader, ils furent transférés de Bayonne à Agen. Là, Placide obtint de venir rejoindre sa mère. Saint-Jean, malgré son enfance, avait conçu un chagrin si vif des malheurs de sa famille qu'il en mourut le 17 Nivôse en 11, 7 janvier 1803. Madame Louverture eut l'héroïsme de vivre pour la consolation de ses autres enfants. Enfin, le 19 mai 1816, à l'âge de 74 ans, elle abandonna ce monde où elle avait joui de tant de triomphes et où aussi elle avait éprouvé tant de douleurs. 2. Lettre du général Leclerc au ministre, du 22 prairial l'an 10, 11 juin 1802. S'il, parlant de l'ouverture, s'était rendu, c'est que les généraux Christophe et Dessalines lui avaient là signifié qu'ils voyaient bien qu'il les avait trompés et qu'ils étaient décidés à ne pas faire la guerre. Mais se voyant abandonnés d'eux, il cherchait à organiser parmi les cultivateurs une insurrection pour les faire lever en masse. Les rapports qui me sont parvenus par tous les généraux, même de la part du général Dessalines, ne me laissent aucun doute à cet égard. 3e, Toussaint Louverture, François Dominique, mourut au château de Joux, dans un cachot, le 7 floréal l'an 11, 27 avril 1803, 9 mois et 15 jours après son arrivée en France, à l'âge de 60 ans moins 1 mois et 7 jours. Malgré le haut rang qu'il avait occupé dans le monde nouveau, il fut enterré comme un obscur prisonnier au cimetière du village de Saint-Pierre, qui se trouve au pied du château. Aujourd'hui, les ossements de l'ouverture sont mêlés à ceux des plus humbles paysans, car il ne reste sur les lieux nul vestige de son inhumation, tant il est vrai que la mort confond tous les rêves de la grandeur humaine. Seulement, naguère encore, un vétéran, concierge du château, montrait aux voyageurs la casemate où le premier des Noirs termina si tristement sa carrière, en disant « C'est ici que mourut le roi mort ». C'est ici que mourut le roi mort. C'est ici que mourut le roi mort. Source, Magasin pittoresque, année 1834, page 74. Fin des notes et fin de la section 2. Parole de Saméris. La République haïtienne est comme le soleil, est aveugle celui qui ne les voit pas. Le peuple haïtien est maître chez lui. Il a fait une république, et peut-être que demain fera-t-il une aristocratie, après-demain une monarchie. C'est son droit imprescriptible. La forme de son gouvernement n'est qu'une affaire de loi intérieure.